Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. C'est la période de vente du coton-graine à Koumbia, dans l'ouest du Burkina. Une commercialisation qui suit plusieurs étapes, dont celle de la pesée. Cette année, la quantité de coton-graine récoltée donne le sourire aux producteurs. Et dans cette édition, nous vous amenons à une séance de pesée du coton-graine après récolte. À l'international, nous nous rentrons au Brésil où les agents de santé sont à bout de souffle. Les hôpitaux sont submergés par les malades de Covid-19. Après les États-Unis, le Brésil est le pays le plus touché par la pandémie avec plus de 200 000 morts. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. À l'issue du premier conseil des ministres avec le nouveau gouvernement qui s'est tenu hier à Kossiam, le Premier ministre a livré les grandes orientations confiées à son équipe par le président du Faso. La continuité et les grands engagements pris avec les populations sont les chantiers sur lesquels ce nouveau gouvernement est le plus attendu. Reportage avec Abdelaziz Yagibou. En attendant sa déclaration de politique générale à l'issue de laquelle les parlementaires procéderont à un vote de confiance, Christophe-Marie Dabiré met en place le tout premier gouvernement qui amorce le second quinquennat de Roch Marc Christian Kabore. Une équipe gouvernementale dont la composition est inspirée de trois principales orientations données par le président du Faso. La continuité reste l'un des maîtres mots qui doivent guider l'action de tous les départements ministériels. Cette continuité doit être bâtie sur la stabilité. C'est pourquoi vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 membres, 25 départements ministériels conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre de l'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. Les grandes réformes et engagements pour lesquels le peuple burkinabé a renouvelé sa confiance à Roch Marc Christian Kabore constituent une boussole efficace pour les 33 membres du gouvernement. Il s'agit en substance de la réconciliation nationale, des réformes de l'administration territoriale et des rémunérations, des réformes foncières et immobilières. La mise en œuvre de ces différentes réformes devrait prendre en compte deux considérations. La première, le dialogue politique qui a prévalu pendant toute la période de son premier mandat, et le dialogue social qui doit être perpétué avec les partenaires sociaux de notre pays pour assurer un climat social serein pendant cette période de la mise en œuvre de ces différentes réformes. De ce gouvernement d'ouverture politique, le président du Faso attend le maintien et le renforcement de la dynamique de développement socio-économique enclenchée durant les 5 années écoulées. C'est en fonction de cela que nous avons choisi les hommes et les femmes qui sont chargés de nous accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Nous avons fait une ouverture politique de manière à pouvoir assurer le renforcement de ce qu'il a appelé le dialogue politique, que ce dialogue politique ne soit pas en dehors du gouvernement, qu'il puisse commencer à l'intérieur du gouvernement et se poursuivre avec les autres forces politiques qui ne sont pas associées au gouvernement. Et c'est ainsi que le ministre d'État, auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale, a été appelé. Le chef du gouvernement d'indiquer que des efforts ont été déployés pour fédérer plusieurs compétences et sensibilités politiques autour des grands chantiers de développement et de la cohésion sociale. Voilà la composition du nouveau gouvernement qui est diversement appréciée par les éditorialistes et analystes de la presse. Pour eux, il n'est pas de surprise, à l'exception de l'arrivée des Zéphirin Diapré dans ce gouvernement. Draman Guéné et Urbain Benito Somé ont fait le tour de certaines réactions et analyses à suivre dans ce reportage. Hier soir, le gouvernement d'Abdié II est tombé. Un véritable sous-gras pour les journaux de la place, des citoyens à le pays, jusqu'à l'Observatoire Palga, en passant par aujourd'hui au Faso. Le remue-ménage n'a pas eu lieu, mais les éditorialistes ont leur analyse. Roch a tourné un peu manège, c'est-à-dire que il n'y a pas eu le grand chamboulement attendu. Il ne fallait pas aussi s'y attendre parce qu'en reconduisant le Premier ministre Dabiré, il ne fallait pas que les gens attendent au grand changement. Les gens s'attendent en fait à ce qu'on déracine totalement l'arbre gouvernemental. Ce n'est pas possible. Même dans une équipe, c'est-à-dire en fait du football, il y a quand même, c'est-à-dire il y a des titulaires, si on veut dire, une ossature sur laquelle, c'est-à-dire en fait, doit reposer l'ensemble de l'institution. Donc,
De ce point de vue, je ne suis pas en fait particulièrement surpris. Le gouvernement d'Abiré 1 est donc élagué au tiers. 12 départs et 14 nouvelles arrivées, 33 ministres au total. Avec quand même une entrée tonitruante, vous l'aurez deviné, Zéphirin Diabré, ancien chef de file de l'opposition, qui étrenne le ministère combien emblématique de la réconciliation. Un ministère très attendu, d'autant plus que c'est un des chantiers titanesques. Je suis tenté de dire qu'il est presque vice-premier ministre. Si vous suivez un peu, c'est-à-dire en fait l'architecture qui a été rendue publique, on a annoncé, c'est-à-dire la formation du gouvernement, et ensuite au titre de la présidence du Faso, on l'a nommé. Pour un peu, on croirait qu'il n'a de compte à rendre en fait justement à personne d'autre si ce n'est au président du Faso, et peut-être même pas au Premier ministre. Ça lui confère certainement en fait un certain poids au niveau, c'est-à-dire en fait de ce gouvernement. Ça peut faciliter le traitement des dossiers, ça peut accélérer le processus de traitement, et éviter certainement la lourdeur administrative que nous connaissons souvent. La réconciliation nationale, une promesse de campagne du président Kaboré. Dans 6 mois comme prévu, des prémices de réconciliation doivent être perçues. Le ministre d'État en charge de la question est alors attendu. Ce n'est pas donné, parce que le chef de l'État a un peu balisé le terrain. Il dit réconciliation, d'accord, mais justice d'abord. Alors que pour une bonne partie des blaisis, il n'y a pas de raison, c'est-à-dire en fait que leur mentor passe par la case en fait de justice. Donc comment est-ce qu'il va pouvoir jouer au trapéziste politique pour, c'est-à-dire en fait contenter toutes les parties dans un temps aussi limité, parce que je crois qu'en tout cas il est question de 6 mois, un an tout au plus. C'est un peu, c'est-à-dire en fait sur ce terrain-là qu'on l'attend. Ce gouvernement traduit en quelque sorte la volonté du chef de l'État qui a mis en priorité la réconciliation nationale. On voit qu'il y a un ministre d'État chargé de cette question. 33 ministres qui ont collégialement la lourde tâche de répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Aspirations résumées en 3 grands chantiers selon les éditorialistes. C'est la sécurité, c'est l'emploi, et puis il y a la réconciliation nationale. Et c'est immédiatement qu'on doit les mettre en musique, parce qu'il n'y aura même pas une entrée comme une mise en bouche pimentée, parce que les gens attendent déjà ces ministres-là à l'œuvre, donc ils doivent mouiller rapidement le maillot et ils sont attendus, et on espère que ce sont les hommes qu'il faut à la place qu'il faut qu'ils ont mis, et c'est justement à l'épreuve du terrain que les Burkinabés jugeront. Pour un pays comme le Burkina, nous estimons que ce n'est pas un gouvernement pléthorique. Voilà, ça traduit aussi quelque part la volonté de réduire peut-être le train de vie de l'État. Je suppose que c'est un gouvernement efficace parce qu'on devrait faire confiance au chef de l'État. S'il a fait ce casting-là, j'imagine qu'il considère que c'est un casting qui fera son affaire. 9 femmes sur 33 ministres, le quota genre n'est pas respecté, mais les patrons de presse jugent acceptable. Ils trouvent d'ailleurs comme signal fort une femme à la tête du ministère de la Culture, un secteur sensible au Burkina. Nous apprenons le décès de Maker Ouedraogo, l'homme politique burkinabé né en 1934 à Ouagadougou. Il est le fils de John Ouedraogo qui fut président de l'Assemblée territoriale actuelle, Assemblée nationale. De Maker Ouedraogo, l'on retient sa participation à l'élection présidentielle de 1978 en Haute-Volta, où il avait réussi à mettre en ballottage le président Sangoulé Lamizana. Le parcours de l'homme avec Vincent Tchandrebogo. Maker Ouedraogo, un homme qui a contribué à faire l'histoire politique de Burkina Faso du temps de la Haute-Volta. Ses faits d'armes remontent à 1978. Il est candidat de l'UNDD, l'Union nationale pour la défense de la démocratie, à l'élection présidentielle. Et il réussit à mettre en ballottage le président candidat, le général Sangoulé Lamizana, avec un score de 25% des voix contre 42% pour Lamizana et devant Joseph Kizerbo et Joseph Ouedraogo Didio Weder. Je pense qu'on avait vraiment combattu pour la démocratie parce qu'on y croyait fermement, disait-il dans une interview
interview à Sidoya en décembre 2006. Fils de Guillaume Ouédraogo, ancien président de l'Assemblée territoriale et actuelle Assemblée nationale, Maker Ouédraogo a été cadre de banque et a dirigé la Banque nationale de développement de la Haute-Volta. Resté à l'ombre ces dernières années, l'homme politique s'est définitivement éclipsé ce 12 janvier 2021 à l'âge de 87 ans. De la Haute-Volta au Burkina Faso, il reste jusqu'à ce jour le seul à pouvoir provoquer un second tour à une élection présidentielle. En ces moments de douleur, nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Le monde entier a durement été éprouvé en 2020 avec la maladie à coronavirus. Le Burkina n'a pas été épargné et c'est le système sanitaire qui est mis à rude épreuve avec l'insuffisance d'infrastructures adaptées pour la prise en charge des patients. Sur le plan sanitaire également, le Burkina a connu plusieurs cas de poliomyélite en 2020, de dengue, sans oublier bien sûr le paludisme qui continue de faire des victimes. Et c'est un dossier que signe Maïmouna Traoré. 2020 aura été une année éprouvante pour le système sanitaire burkinabé. C'est le 9 mars que le pays enregistre officiellement ses 2 premiers cas de Covid-19. Le Burkina Faso devient ainsi le 4e pays d'Afrique de l'Ouest à être touché après le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Très vite, les 2 patients sont mis en quarantaine au centre hospitalier de Tengango pour limiter la propagation de la maladie. Mais le ver est déjà dans le fruit. Ainsi, le 15 mars, le pays enregistre 20 personnes testées positives au Covid-19. La situation devient préoccupante. Le gouvernement prend alors des mesures drastiques dès le 16 mars. Fermeture des établissements scolaires, suspension des liaisons terrestres et aériennes à l'exception du fret, couvre-feu de 19h à 5h du matin, fermeture des marchés, bars, restaurants, lieux de culte, restriction des rassemblements et du transport public, déclaration de l'état d'alerte sanitaire, mise en quarantaine des villes touchées. Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Boromo, Dédougou. Le premier décès est notifié par les services de santé le 18 mars. La maladie à coronavirus met le système sanitaire burkinabé à rude épreuve. Pour faire face à la pandémie, un plan de riposte d'un coût de plus de 9 milliards de francs CFA est élaboré. Un plan qui prend en compte la surveillance des points d'entrée, les équipes d'intervention rapide, le système de surveillance épidémiologique, le laboratoire et le diagnostic, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que la gestion des cas. La décision de faire recours à la chloroquine est prise. Le pays se donne alors les moyens de produire la paracétamol et la chloroquine sur place. La contribution des chercheurs est plus que jamais attendue. Dans son adresse à la nation, le président du Faso appelle à la solidarité. Un appel entendu car les dons n'ont pas tardé à venir. Des pays amis du Burkina, des partenaires, des structures publiques et privées, des particuliers apportent leur soutien. De l'argent, du matériel médico-technique, du matériel de protection individuelle et collectif. Grâce à ces contributions et à l'effort du gouvernement, des centres de prise en charge sont construits. Les mesures prises par le gouvernement n'endigueront pas tout à fait cette crise sanitaire, même si, comparativement à d'autres pays, la situation du Burkina est moins grave. Le nombre de cas recouvrés à la date du 9 avril, soit un mois après la déclaration de la maladie, est de 484, dont 27 décès et 155 cas actifs. Bonne nouvelle, le Centre des opérations de riposte aux urgences sanitaires Chorus annonce lors de son point hebdomadaire du 1er mai que le Burkina Faso a atteint le pic de la maladie avec une tendance à la baisse la semaine du 6 au 12 avril 2020, date à partir de laquelle le nombre de cas par jour est descendu en deçà de 100, voire moins de 50. Le 11 septembre, le pays atteint un deuxième pic. 193 nouveaux cas sont enregistrés, dont 189 élèves de l'ENAM partis en formation au camp Ouizen Koulibaly à Bobo-Dioulasso. Pour de nombreux Burkinabés, la maladie est loin derrière nous. Les plus sceptiques ne croient pas à son existence au Burkina Faso. L'on constate un relâchement dans le respect des mesures barrières et sanitaires jusqu'au 6 décembre où le pays se réveille avec 103 nouveaux cas.
Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 ne fait que grimper. Le nombre record depuis la déclaration de la maladie est atteint le 17 décembre avec 221 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, portant le nombre total de cas confirmés à 4832 contre 3062 à la date du 3 décembre, soit 1770 nouveaux cas en 2 semaines. Il y a donc une résurgence inquiétante de la maladie avec la naissance de nouveaux foyers et l'autorité n'écarte pas l'éventualité d'un confinement selon l'évolution de la situation. Un autre virus qui a éprouvé le système sanitaire en 2020, celui de la poliomyélite. Le pays connaît donc depuis le mois de janvier une épidémie de poliomyélite. Le premier cas est déclaré le 5 janvier dans le district sanitaire de Ouarglaï, dans le centre-est. Une nouvelle forme peu virulente que celle dite sauvage, mais tout de même contagieuse et pouvant produire les mêmes effets si elle n'est pas prise en charge à temps. À ce jour, 12 régions sont touchées avec 49 cas. Le ministère de la Santé a donc élaboré un plan de riposte incluant l'organisation de campagnes de vaccination des enfants de 0 à 59 mois et la surveillance des paralysies flasques aiguës pour trouver d'éventuels cas en vue d'interrompre la chaîne de transmission du virus. Le paludisme et la dengue sévissent également au Burkina Faso, surtout pendant la saison pluvieuse. Au cours de l'année qui s'achève, le gouvernement et ses partenaires n'ont ménagé aucun effort dans la lutte à travers notamment la sensibilisation, la pulvérisation et les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier au profit des enfants de 0 à 59 mois. Une cible qui a également bénéficié avec les femmes enceintes de la gratuité des soins. Merci à vous, Maïmouna Traoré. Comme annoncé à titre, nous vous amenons à une séance de pesée de coton graine. Cette année, les producteurs de Kombia dans l'ouest du Burkina ont le sourire aux lèvres, la moisson part bonne. Mais après la récolte vient le moment de la commercialisation qui suit plusieurs étapes, dont celle de la pesée. Et c'est avec enthousiasme que les producteurs s'y activent. Reportage Siela Sinawatara et Vincent Tiendrebogo. Une monticule de coton, produit du labeur des paysans de Kombia. C'est la période de la pesée. Et nous trouvons là des hommes aux bras valides qui s'activent pour que chaque poignée de coton-graine passe sur la bascule, pesée et consignée dans un cahier. Bon, ici là. Bon, c'est tous les villages, mais il y a des villages voisins ici, ils viennent vendre ici. C'est même une seule village, mais c'est notre quartier comme ça. Toute là. Mais il y a des autres quartiers qui viennent vendre aussi. Des fois on fait 3 marchés, des fois 4. C'est le premier comme ça. Ça là c'est parti. Il y a d'autres ici qui vont venir encore. Cette année, la moisson semble abondante. En est-il autant pour les revenus générés? Les records au niveau du coton, on peut dire que ça va, mais le plus est moins chez nous. Parce que l'année passée, la soie était à 265 francs. Mais cette année-là, ils ont diminué, c'est devenu 240 francs. Et puis encore, l'argent l'a dit. Les gens savaient faire 2 mois, 1 mois et quelques. Normalement, si ça part, quoi, mais ça doit au moins une semaine. Quand on gagne l'argent à la boîte, ça nous faisait plaisir plus que ça. Mais la filière reste très importante dans l'activité économique de la région, où la culture du coton est devenue presque une tradition pour les populations. Dans ce journal également, nous faisons un zoom sur un métier qui contribue à lutter contre le chômage des jeunes dans notre pays, la réparation de téléphones portables. L'activité attire plus d'un jeune de la ville de Gawa et les retombées leur permettent de gagner dignement leur vie. Romuald Patrice Toé et Isia Kazabré se sont intéressés au sujet. Voici le dossier qu'ils nous proposent.
On les appelle docteurs portables ici dans la cité de Bafouji. Ils sont spécialistes dans le diagnostic et la réparation du panne des téléphones portables. Le flashage, la réparation des micros, des écrans sont entre autres leurs domaines de compétences. Les pannes là, c'est les écrans, les baffes, micros et puis liés de chargeurs. Voilà, c'est ça qui vient beaucoup. C'est les tartines là, on met sur les logiciels aussi qu'on va mettre et installer des trucs dedans. L'impact s'est tombé dans l'eau et ça cause d'autres problèmes. Bon, il y a problème de charge aussi, il y a d'autres qui prennent ça à les charger avec la batterie. Si le convertisseur n'est pas bon, ça ne donne pas un bon énergie dans l'appareil là. Bon, ça passe des problèmes. La plupart des réparateurs de portables rencontrés disent avoir appris le métier sur le tas. J'étais à la boutique, donc j'ai chargé les portables et puis j'ai arrangé un peu là-bas. Maintenant, comme les gens m'ont connu, ils font un bon travail, alors j'ai laissé la boutique et puis ici balancer sur ça directement. Voilà. Le métier de réparateur de portable nourrit son homme, nous confient ses docteurs. Certains ont pu, grâce à cette activité, se payer des tirets et se lancer dans d'autres activités lucratives. Et puis, réaliser que je suis payé non lotis. J'ai fait un magasin pour vendre l'eau. L'eau en gros, en détail. Voilà, et puis moi, c'est en location. Je n'ai pas payé mon don nouveau, mais c'est l'occasion de payer aussi. Je me débrouille avec un peu. Et puis moi, ça va. J'arrive à gérer la famille un peu. Ces entrepreneurs disent rencontrer néanmoins quelques difficultés. C'est typique payer les pièces, là, que tu vas monter dans l'appareil et puis ça ne donne pas. Ça, c'est bien possible. Ça, c'est important. Voilà. Bon, avec les clients, il y a d'autres. C'est pas moi les clients, mais il y a d'autres réparateurs qui abandonnent à cause des clients. S'il y a eu un problème avec les clients, après c'est des convocations. La réparation du téléphone portable peut être une alternative à la lutte contre le chômage des jeunes, selon Mohamed Zongo. Il dit d'ailleurs avoir formé une dizaine de jeunes devenus à leur tour des employeurs. Hors de nos frontières, le Covid-19 continue de hanter les Brésiliens. La deuxième vague est encore plus meurtrière. Le pays a atteint la barre de 200 000 morts et les agents de santé sont entre la peur et la résignation. Suivez. Je peux difficilement vous donner des chiffres de victimes. Il y en a tellement, trop. Dans cet hôpital de Rio de Janeiro, le personnel est submergé par la vague de malades du Covid-19. Après des mois de crise sanitaire, les soignants sont à bout de souffle et n'entrevoient toujours pas le bout du tunnel. Nous avons perdu de nombreux collègues, de nombreux médecins et infirmières. Nous avons manqué de personnel. Le Brésil est, après les États-Unis, le pays le plus touché au monde par le Covid-19 avec plus de 200 000 morts. À titre de comparaison, c'est 2 fois moins seulement que dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Malgré ces chiffres dramatiques, les autorités continuent d'adopter de timides mesures de restriction aux grandes dames des médecins et infirmières qui, après avoir été confrontés au manque de matériel de protection au début de la crise, doivent parfois faire face à l'absence de revenus. Certains membres du personnel soignant ont travaillé pendant plus de 6 mois sans recevoir leur salaire. Des soignants parfois non rémunérés ou qui craignent de ne plus avoir de revenus s'ils tombent malades. La peur s'est installée dans les hôpitaux, à tous les niveaux. Beaucoup sont allés travailler avec le Covid en étant malades ou avec de légers symptômes, parce que s'ils n'étaient pas à leur poste, ils n'étaient pas payés. Ces derniers jours, le pays a enregistré en moyenne plus de 1000 décès quotidiens liés au coronavirus. Et pourtant, la population ne semble pas avoir pris la mesure de la situation, influencée par un président qui a toujours affiché son scepticisme face à l'ampleur de cette pandémie. Aujourd'hui, il y a déjà eu 2 enterrements. Il y a peut-être beaucoup plus de cas de Covid parmi la population, mais beaucoup de gens n'en sont pas conscients. La situation est grave. Les gens doivent prendre des précautions.
Durant notre reportage dans cet hôpital, un patient a succombé au Covid-19. Chaque jour, en moyenne, 8 personnes meurent dans cet établissement. Quando chega nesse desfecho, a gente silencia porque é o último recurso. J'ai 20 ans d'expérience dans les services d'urgence et de réanimation. Cela n'a jamais été aussi difficile. Les défis et les orientations du nouveau gouvernement et l'entrée de Zéphirin Diabré au gouvernement sont analysés et commentés par nos confrères de la presse écrite. Lecture croisée des journaux avec Sékou Zongo. La composition du gouvernement d'Abiré II retient l'attention de la presse écrite burkinabé. Réunis en conseil des ministres au palais de Kosiam, le chef du gouvernement et les membres se sont partagés les grandes orientations données par le président du Faso. Des orientations reprises par aujourd'hui au Faso dans ces colonnes. La réconciliation nationale, la réforme foncière et immobilière, la réforme de l'administration publique et celle de la rémunération sont ainsi les grands défis qui attendent le nouveau gouvernement. Mais un point retient l'attention des éditorialistes, la réconciliation nationale. Alain Saint-Robespierre de l'Observateur Palga analyse la tâche et le profil de l'homme commis à elle. S'il est vrai que Zéphirin Diabré a le profil de l'emploi, reconnaît mon confrère, le boulot pour parler terre à terre ressemble bien à une mission périlleuse, sinon un suicide politique, analyse le doyen des quotidiens burkinabés. Mais si cette position peut être vue comme une planche de salut pour l'enfant de Gombousgou, fragilisé par les élections du 22 novembre dernier, il aura fort à faire avec sa base, qui n'a certainement pas été consultée avant de porter la tunique de réconciliateur de la nation, poursuit le journal. En plus, commente l'Obs, quand on connaît la position du président du Faso par rapport à la réconciliation, c'est inévitablement un cadeau empoisonné tendu à Atomic Zef. En tous les cas, opine le journal Le Pays, on attendra de voir Zef à l'œuvre pour le juger. Une chose est sûre, son entrée au gouvernement va très probablement affaiblir l'opposition politique, désormais coachée par Edi Kombouego, conclut le journal Le Pays. Voilà, madame, monsieur, c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les informations en langue nationale.